Bienvenue à La Grande Question. Je suis Patricia Poncé. Et je suis Charles Thompson-Leduc. Donc, La Grande Question, c'est un balado qui aborde de sujets d'actualité en acquisition de talent. En RH, on discute du monde des affaires sur différents angles en abordant les grandes lignes, une question à la fois. Une question à la fois. C'est spécial aujourd'hui. Il y a quelque chose de... On fait quelque chose de spécial aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Donc, tu sais, on a déjà eu 3 invités. Oui, auparavant. On est rendu à notre 4e et c'était 3 sujets qui m'intéressaient grandement. Oui. Et ça m'a inspiré justement à donner au suivant et donner quelque chose de concret à nos auditeurs. Ouais. J'avais le goût de parler de sourcing aujourd'hui, d'approche directe, comment chasser les gens. Parfait. Fait que là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on n'a pas d'invité. Tu es l'invité aujourd'hui. On peut dire ça comme ça. D'accord. J'aime pas tant me qualifier en tant qu'invité, mais oui, on va jaser ensemble. Je vais dire ça de même. Okay. On jase ensemble aujourd'hui. Parfait. Excellent, excellent. Fait que là, aujourd'hui, on va poser la grande question qui est quelles sont les meilleures stratégies de sourcing pour identifier et attirer des candidats talentueux dans un marché de travail compétitif. Mais avant ça, je voudrais savoir un peu le background. Pourquoi cette question-là? Pourquoi cette grande question-là, Patricia? Donc, voilà, la parole est à toi. Mais merci, Charles. En fait, le pourquoi du pourquoi, je voulais parler de sourcing, de recrutement. C'est mon métier. Ça fait presque 15 ans. En fait, plus de 15 ans que j'exerce ce métier-là. Donc, je suis une passionnée du recrutement, de la vente, des chiffres, de l'humain. J'ai un bac en psycho. Je fais partie de l'ordre des ressources humaines. Donc, j'ai vraiment voulu donner quelque chose de concret aux auditeurs. Oui. J'ai travaillé, en fait, dans différentes industries, autant la sécurité, en finance, en ingénierie. Bref, c'est varié. J'ai fait autant de col bleu, de col blanc, du recrutement haut niveau, très niché, très haut volume également. Donc, juste pour donner une idée d'ampleur, là, quand je parle de haut volume, ça peut ressembler à du 700 embauches par semaine. OK. Donc, pas moi nécessairement, juste moi, là, mais je lidais des équipes qui faisaient là, du 700 embauches semaine. C'est immense, wow. Oui, c'est de la job. Oui. Donc, tu sais, à travers tout ça, c'est sûr que j'ai acquis ou, tu sais, j'ai... acquis des compétences, t'as appris, t'as grandi de ça, puis maintenant, tu viens de nous en parler. Et voilà. Donc, tu sais, j'ai mis en place différentes stratégies, différentes techniques. Et donc, je voulais en discuter avec vous aujourd'hui pour faire une belle suite des 3 premiers sujets. Et donc, aujourd'hui, c'est ça, j'ai la chance de leader quand même une équipe d'une agence de placement Selectus. Donc, on ne fait que ça jour après jour. Donc, je suis là pour dévoiler quelques petits trucs pour aider nos auditeurs. Merveilleux, mon Dieu. Ben, ton bagage, tu nous as montré ton bagage un peu, puis je vais te reposer la question, dans le fond, la grande question par rapport à ça. Quelles sont les meilleures stratégies de sourcing pour identifier et attirer des candidats talentueux dans un marché de travail compétitif? C'est toute qu'une grande question, Charles. C'est une grosse question. J'ai dû répéter les 2. Oui, c'est ça. Donc, en premier, je pense qu'il faut comprendre c'est quoi le sourcing. Parce que ça peut paraître comme un grand mot pour certains, mais finalement, c'est quoi le sourcing? C'est identifier, attirer, contacter des gens qui sont semi-actifs, semi-passifs. Donc, c'est pas des gens qui vont appliquer directement sur nos sites Internet. Donc, il faut les rejoindre d'une certaine façon. Donc, ça, c'est le sourcing, tout simplement. C'est quoi ça, semi-actif, semi-passif? Juste pour... C'est une autre très bonne question. En fait, semi-actif, c'est que tu vas aller chercher des fois sur des plateformes de recherche. Donc, tu n'es pas activement à la recherche. Des fois, ça te tente le de soir, temps en temps. Tu navigues, effectivement. Semi-passif, c'est ceux-là qui vont pas nécessairement naviguer sur les sites d'emploi, mais ils vont écouter si jamais on te tape à l'épaule. Okay. Les passifs, c'est ceux-là, habituellement, que ça fait 25 ans qu'ils sont dans une entreprise, sont bien. Je casse pas la tête. Exact. Même si tu échecs un peu en disant... Allô, c'est sûr que tu vas trouver ailleurs. Ça prend du temps à les déloger. Oui. Donc, ça, c'est les vrais passifs. Mm-hmm. Et moi, je fais partie là, des experts qui pensent que le sourcing doit être utilisé autant pour les cols bleus que les cols blancs, donc pour des postes très nichés et des postes à haut volume. J'ai implanté, en fait, les techniques de sourcing dans mes différentes équipes et ce même avant la COVID, parce que même si c'est une marque employeur très forte, et que tu attires beaucoup de gens, quand tu as un plan d'affaires ou un plan de croissance qui va à la vitesse V,
il n'y a pas assez d'applicants, de candidats. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc, tu sais, même si comme tu as une belle image, tu proposes plein de choses, c'est pas assez. Donc, il faut faire énormément de sourcing, même si c'est des cols bleus et des cols blancs. Donc voilà, c'est ça le sourcing. Puis je dirais très brièvement là, les meilleures pratiques que je pourrais donner aux auditeurs. Quand on approche les gens, à prime abord, il faut optimiser notre profil. Okay. Donc, habituellement, quand on fait du sourcing pour des cols blancs, bien, c'est via LinkedIn. C'est quoi optimiser notre profil? Bien, s'assurer qu'on est bien identifié. On travaille pour qui? Est-ce qu'on a une photo? Parce que même si on est dans le monde virtuel, les gens veulent savoir à qui ils vont parler. Oui, c'est normal, Donc, un profil LinkedIn bien organisé pour optimiser ses chances. Bien organisé, effectivement. C'est quoi ton titre? Parce qu'il faut comprendre aussi qu'après la COVID, les gens se font bombarder de messages. Oui. Donc, il faut se différencier d'une certaine façon ou d'une autre. Oui. Donc, si on approche quelqu'un, on n'a pas de profil, en fait, on n'a pas d'image, on n'a pas un profil complet, versus un recruteur qu'on voit que ça fait des années qui est en recrutement, il y a plus de chances que la personne qui a un profil complet va approcher concrètement le profil désiré. Parfait, excellent. Donc ça serait peut-être une pratique à utiliser là, d'emblée. C'est vraiment la base. Mm-hmm. Utiliser des mots-clés pertinent. C'est un peu niaiseux à dire là, comme pratique, mais si on va trop large dans nos mots-clés, c'est sûr qu'on ne va jamais rejoindre le public cible. Et il faut vraiment faire autant des mots larges que des mots précis. Parce que dans des recherches booléennes, quand on fait du sourcing, c'est pas... il peut y avoir des erreurs. Donc, même si tu penses qu'un mot général va inclure un profil spécifique, c'est pas nécessairement le cas. Donc, il faut vraiment jouer avec tous les mots-clés possibles. Puis, des mots vagues et des mots-clés précis, ça ressemble à quoi pour le fun? Ça va dépendre du profil recherché, mais si, par exemple, on recherche un ingénieur en mécanique, si tu inscris ingénieur mécanique, c'est trop large. OK. Donc, si c'est ingénieur mécanique avec une spécification en tuyauterie, tu penses que si tu mets tuyauterie, ça va inclure tous ceux-là qui ont fait de la mécanique, mais ça ne l'est pas. OK. Donc, tu sais, ça, c'est... Fait que mettre, dans le fond, la spécificité et ou le terme ou les abréviations qui sont reliées à ça dans les mots-clés, parce que c'est ça qu'on veut chercher directement. Exactement, mais des fois, je trouve que c'est bien de garder aussi très large parce qu'il y a d'autres profils qui vont popper. OK. Parce que si on est trop précis, à ce moment-là, on s'en va rejoindre un bassin très restreint. Oui. Et c'est pas tous les candidats qui vont venir détailler leur profil. D'accord. Donc, il y a certains candidats qu'eux vont juste mettre, exemple, ingénieur, telle spécialité. Il faut que tu les contactes pour savoir c'est quoi leur background. Mm-hmm. Donc, tu sais, il faut vraiment jouer entre les deux techniques. C'est sûr que la meilleure technique, on commence en entonnoir, donc du plus large, puis on s'en va dans le plus précis. Mm-hmm. Mais c'est bien de revenir à du plus large quand on a trop fait de précis. Parfait. Excellent. Je ne sais pas si ça fait du sens à date. Ça fait beaucoup de sens dans ma question, absolument. Super. Je pense que l'autre pratique qui est intéressante à avoir, c'est vraiment être engagé dans des groupes professionnels. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, après la pandémie, les gens là, se font solliciter minimum 2 à 3 fois si c'est des profils très nichés, très recherchés. Mm-hmm. Donc, il faut se différencier en tant que recruteur. Pourquoi qu'on va te répondre à toi versus un autre? Donc, c'est sûr, si le recruteur est plus visible, connecte autrement avec les gens, tu as de meilleures chances là, à ce qu'on te réponde. Parfait. Excellent. Donc, je dirais peut-être que ça serait ça là, comme petite pratique clé. Oui. Utiliser surtout des messages personnalisés. Oui. Donc, tu sais, ça paraît très rapidement quand on se fait solliciter, puis le message est très générique. Oui. Donc, le nombre de messages que je reçois venant de gens issus de milieux professionnels divers sur LinkedIn avec des messages très génériques, c'est incroyable. Il y en a beaucoup. Donc, tu sais, tu te dis, OK, tu cherches-tu vraiment mon profil ou tu cherches le premier qui va mordre à l'hameçon? Exactement. Donc, tu sais, c'est important de prendre le 1 à 2 minutes supplémentaires puis de personnaliser son message, bien comprendre le profil aussi, parce que rapidement, si on veut aller vite dans nos envois, parce qu'on peut faire des envois de masse, mais si on utilise cette option-là,
rapidement, on peut envoyer des messages à des profils qui sont pas ceux qu'on veut, là, dans le fond, parce que soit qu'ils n'ont pas tant updaté ou soit que tu as mal vu, donc tu envoies des messages erronés. Encore une fois, je pense que ça fait mal à ta marque personnelle en tant que recruteur. Donc, c'est important de faire attention à ça puis de prendre le temps supplémentaire pour les messages personnalisés. Pour écrire ces messages-là, oui, tout à fait. Et faire des suivis aussi. Oui, donc continuer par rapport au message. Si on t'a pas reçu de réponse, ben, tu fais un petit suivi, voir est-ce que vous avez pris connaissance de mon message, est-ce que vous vouliez un contact. Je présume que c'est ça? Bien, c'est exactement ça parce que, encore une fois, puis je me répète, on reçoit plusieurs messages de différentes compagnies. Des dizaines. Bien, tu sais... Des fois, des dizaines, là, carrément. Oui, effectivement. Écoute, si vous recevez 10 messages semaine, vous êtes vraiment très, très en demande. Oui. Mais effectivement, là, on peut en recevoir plusieurs par semaine. Et donc, il se peut que le candidat ou le futur employé ne voit pas pantoute ton message. Oui. Donc, il faut le relancer d'une autre façon. Il y a un juste milieu entre l'harcèlement et le suivi. Il faut faire attention à ça. Puis, il y a différentes façons là, de contacter les gens. Puis, tu sais, faut juste s'asseyer. Oui. Puis, il y a des gens où ce qu'on peut appeler directement au bureau, il y en a qui apprécient, il y en a qui sont offusqués. Donc, il faut vraiment faire attention et analyser le profil avant de faire ce type de stratégie. Parfait, excellent. Très bon truc. Très merci. Ben, écoute, c'est super bien. Bon, je te relance avec une autre question. Quelles sont les stratégies efficaces pour établir des relations de long terme avec des candidats potentiels par le biais du sourcing? Bien, en fait, c'est une très bonne question parce qu'il y a le mot « long terme » dans la question. Ouais. Et habituellement, quand on recherche des candidats, puis là, je dirais plus dans les cols blancs, tu sais, c'est une relation qu'il faut bâtir avec les candidats. Donc, si on est spécialiste en acquisition de talent dans une expertise X, bien, il faut bâtir une certaine communauté. Donc, c'est pas parce que je t'approche une fois, Charles, que tu vas dire oui tout de suite. Le recrutement, c'est une question de timing. Si vous le savez pas, là, vous le savez. Oui. Donc, tu sais, on a parlé d'avoir une stratégie de suivi, mais il faut avoir cette relation-là. Il faut connecter avec les gens concrètement. Et donc, pour avoir cette relation long terme-là, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il arrive quelque chose, il revient du travail, il s'est pogné avec son boss, il y a quelque chose, il y a un changement au niveau personnel, il doit déménager, il va penser à toi. Oui. Au lieu d'un autre recruteur. Donc, tu sais, c'est important, cette stratégie-là de long terme. Donc, encore une fois, c'est une approche personnalisée. Tu ne peux pas bâtir de relation avec quelqu'un si c'est très générique. Oui. Puis, tu envoies les mêmes messages à tout le monde. Donc, il faut prendre le temps de les contacter aussi par téléphone. Des fois, juste des messages sur LinkedIn, sur Indeed, c'est pas assez. Des messages textes, c'est pas assez. Il faut prendre le temps de les contacter. Et même si c'est pas pour un emploi immédiatement, il faut leur faire comprendre que aussi c'est pour le futur. Donc approche personnalisée. Rester en contact régulièrement, comme on a dit. Oui. Régulièrement, ça veut dire quoi? Bien, ça va dépendre du type de poste ou le niveau de poste. C'est pas à tous les postes qu'on va donner, on va avoir une certaine... qu'on va avoir la même fréquence de garder un contact. Donc, je peux comprendre que oui, il y a des emplois où est-ce qu'on peut contacter à plus grande fréquence, d'autres non. Et voilà. Tu sais, je dirais, un contact par jour, c'est beaucoup trop, peu importe le type de métier. Oui, ben tu sais, on passe à autre chose, là, mais ça serait plutôt, je dirais, à chaque 2 semaines. Tu sais, si on n'a pas un mandat actif, ou tu sais, si on le sait que dans notre entreprise, le poste va ouvrir, des fois, un appel par mois, un petit texto en disant « Hey, je t'oublie pas, ça s'en vient. » Quelque chose comme ça. Puis encore une fois, pas obligé que la conversation dure 2 heures. Là. C'est juste un petit 2-3 minutes en disant « On t'a pas oublié. » Oui. Oui. On reste en contact. Ta situation, elle a-tu changé? Voici les updates que j'ai. Donc, il faut avoir justement une communication transparente et s'assurer d'un certain processus fluide aussi avec les candidats. Donc, tu sais, on a parlé de long terme. Des fois, on a un mandat actif. Des fois, on n'a pas un mandat actif. Mais il faut s'assurer que peu importe le processus soit fluide et qu'on connaît bien c'est quoi les prochaines étapes. Donc, si la prochaine étape est dans 1 mois et demi ou 2, il faut le mentionner au candidat. Encore une fois, on reste en contact, à savoir s'il y a eu un changement quelconque dans leur situation. Parfait.
Donc, on a parlé de transparence, on a parlé de processus fluide, d'approche personnalisée, des contacts réguliers. Je dirais aussi, en tant que recruteur, il faut se déplacer dans des événements. OK. Donc, si par exemple, nous, notre expertise, c'est en ingénierie, bien, il Oui. faut se déplacer dans des salons, dans des événements, dans des webinaires. Il faut participer. Il faut se montrer à face. Oui, absolument. Puis aussi, il faut pas être autant expert qu'eux autres, mais il faut quand même connaître de quoi qu'on parle, Oui. là, tu sais, pour avoir une conversation qui est quand même engageante. Puis en même temps, bien, on les sonde à savoir si c'est vraiment des experts à un certain niveau. C'est sûr qu'après, quand on le présente au niveau des opérations, du gestionnaire, embaucheur, c'est eux qui vont aller chercher le plus technique des choses, mais quand même, là, il y a un ABC de l'expertise qu'il faut connaître. Et donc, en se promenant aussi dans les événements, c'est là où on va rencontrer des gens qui sont semi-passifs, un peu plus passifs. Oui. Puis tu as une meilleure opportunité là, d'influencer des gens, d'ouvrir une certaine porte à un prochain emploi. Ça, je peux imaginer. En présentiel, on est un peu tanné de dire ce terme-là en présentiel, mais d'être là, je pense que c'est toujours plus efficace, en fait, pour justement faire les premiers contacts et aussi aller rencontrer ces gens-là. Oui, puis tu sais, ça revient encore à la même chose que je mentionne. On reçoit des in-mails sur LinkedIn. On peut recevoir des messages vocaux. Oui. Des fois, les gens sont écœurés, ils les écoutent pas, ils les lisent pas, mais là, il t'a en face de toi, puis il veut apprendre aussi, tu sais, pourquoi tu es là à cet événement-là. Donc, tu as une ouverture pour faire ton pitch de vente et ouvrir une conversation et possiblement là, une relation professionnelle. Donc, je dirais que ça serait ça, les différentes stratégies pour une relation là, long terme avec un candidat. Wow! Excellent, excellent. Mais mon Dieu, c'est beau. Il y a beaucoup, beaucoup de stratégies dans ce que tu viens de me dire ici. Puis on va lancer de nouvelles questions par rapport à ça. OK, vas-y donc, je suis prête. Ben oui. Comment les outils d'analyse de données peuvent-ils aider à optimiser le processus de sourcing et à identifier les sources les plus performantes? En fait, la question est très large et très spécifique en même temps. Mais je dirais qu'en 2000, tu sais, on peut pas se passer des outils et des analyses. Tu sais, si on fait du sourcing, Oui. pour moi, c'est évident qu'il faut faire de l'analyse derrière tout ça pour pas se lancer partout aveuglément dans nos recherches parce que rapidement, on peut se perdre. Oui. Donc, effectivement, il faut avoir des outils d'analyse pour nous guider dans quelle direction, dans quelle plateforme on veut aller faire de la chasse. Je dis n'importe quoi. Il y a un poste un peu plus col bleu. C'est sûr que sur LinkedIn, il n'y aura pas un très bon retour sur investissement. Okay. Donc, comment qu'on le sait? Bien, c'est justement en faisant des analyses là, sur les approches. Donc, encore une fois, il faut identifier les canaux les plus performants. Donc, on commence des approches et on voit en fait le taux de réponse des candidats. Donc, on commence par ça qui est très facile. Faut également suivre un peu la tendance en termes de technologie. Donc, tu sais, au début, c'était très Indeed ou très Job Illico ou très Job Boom. Il y a eu LinkedIn. Donc, il faut suivre un peu la tendance sur le marché. Les gens se tiennent où en termes de réseaux sociaux? Donc, il faut suivre la vague. Puis, si c'est une nouvelle plateforme, il faut s'inscrire puis tenter sa chance. Puis, encore une fois, on regarde le taux de réponse et on voit si ça vaut la peine de continuer dans cette nouvelle plateforme ou on continue là, dans l'ancienne. Parfait. Également, un point très important, c'est évaluer le coût par embauche. OK. Donc, ceux qui ne savent pas, pour aller chasser des gens, il y a certains sites où on doit payer en tant qu'entreprise, en tant que recruteur. Donc, oui. On a des licences payantes pour avoir accès à des profils. Et donc, il faut analyser à savoir si le temps investi à la recherche, si le candidat qui a passé à travers ton processus, si finalement il a été embauché ou non. Donc, tu sais, il faut avoir un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, c'est s'il a été embauché ou non là, par l'entreprise. Parfait. Aussi, en regardant les différents chiffres, les différentes analyses, ben c'est là où on peut voir aussi nos zones d'amélioration. Okay. Donc, si par exemple, on fait, nous on appelle ça des reach, là, si on fait 75 reach dans une journée pour un profil X et puis tu as seulement un retour, bien, c'est dans l'outil d'analyse que tu vas comprendre que, oups, ton conversion rate, il est peut-être pas optimal. Non.
Et tu vas aller creuser pourquoi. Est-ce que c'est ton message qui est mal écrit? Est-ce que ton message est justement pas personnalisé? Est-ce que, tu sais, il manque un petit quelque chose? Donc, vraiment, les outils d'analyse est super important là, pour le sourcing. Faut pas les minimiser. Des fois, on part, comme je mentionnais en début, un peu à l'aveugle, mais il faut vraiment se positionner rapidement sur quel outil on veut partir notre sourcing. Parfait. Sur ces merveilleuses stratégies, Patricia, je pense qu'on va terminer cet épisode. Très bonne idée. Et on va y aller avec une deuxième partie, prochain épisode. Donc, on va avoir plein d'autres questions parlant de recrutement. Et voilà, donc j'ai encore beaucoup de petits conseils à donner à tous. Entre-temps, j'invite les gens à nous écrire sur LinkedIn, donc soit sur LinkedIn de Selectus ou mon LinkedIn perso, Patricia Ponce. Excellent. Et si vous avez des questions ou vous voudriez recevoir des invités, vous voudriez entendre des invités qu'on pourrait accueillir ou des grands sujets à poser durant la grande question, n'hésitez pas. Donc, merci Charles. Merci Patricia. À la prochaine.